Comment les hommes du passé faisaient-ils pour être à l'heure? Parce que oui, je vous rappelle qu'avant d'avoir un téléphone qui se synchronise automatiquement à un réseau mondialisé de l'heure, il fallait remonter manuellement sa montre à gousset ou bien utiliser un cadran solaire pour connaître l'heure. Alors comment est-ce qu'on faisait quand on devait prendre un train? Première chose passionnante à noter, dans le passé, il n'y a pas d'unification des horaires et de l'heure. Comment est-ce qu'on calcule le temps? Eh bien principalement par deux outils. Les cadrans solaires qui apparaissent dès l'Antiquité et le Moyen Âge, ainsi que les horloges mécaniques qui apparaissent dès le XIIe siècle dans les grandes villes. Mais malgré ces outils, l'heure n'est absolument pas unifiée. Sachez que si on utilise un cadran solaire, quand il sera midi à Paris, il est 11h49 à Brest et midi 19 à Nice. C'est un petit peu embêtant si vous devez prendre un train. Dans les sociétés passées, ces approximations horaires et ces régionalismes n'étaient pas très importants. En réalité, les personnes se débrouillaient avec les cadrans solaires et les horloges de leur village. Ce qui commence à poser problème, c'est avec l'industrialisation et surtout le développement du chemin de fer. Il va falloir trouver des moyens pour que la population se mette à l'heure. Et c'est là que ça devient passionnant. C'est à partir du XVIIIe siècle que l'on commence à avoir une réflexion sur la manière dont on peut uniformiser le temps de la population française. À Paris, par exemple, à partir de 1786, on va installer un système sonore très inventif pour faire en sorte que tout le monde remonte sa montre au même moment. Au Palais Royal, on installe un canon surmonté d'une lentille solaire dont la mèche s'enflamme grâce aux rayons du soleil à midi précisément. Les habitants attendaient donc d'entendre le coup de canon pour pouvoir remonter leur montre. Bon, la grande limite à ce système, c'est que par temps nuageux, eh bien le canon ne tonnait pas. Et figurez-vous que ce canon restera à Paris jusqu'en 1911. Mais cela reste encore trop peu précis pour le système ferroviaire. Va donc se développer ce que l'on appelle à l'époque l'heure légale, c'est-à-dire l'heure de Paris qui était calculée très précisément, puis envoyée dans tous les postes de gare par télégraphe. Et oui, s'il y a des horloges sur les gares, ce n'était pas seulement esthétique. Les gares au XIXe siècle jouaient également un rôle social. Elles donnaient à la population locale l'heure légale de Paris, qui pouvait parfois différer de plusieurs minutes par rapport à l'heure solaire sur place. Mais vous allez me dire, malgré ça, si on n'habite pas à côté de la gare, c'est difficile d'arriver à l'heure. Eh bien, figurez-vous que cette problématique était prise en compte par les services ferroviaires. On annonçait un horaire aux voyageurs et en réalité, on prévoyait un retard de 5 minutes qui permettait à tout le monde de pouvoir normalement prendre son train à l'heure même si on n'avait pas correctement remonté sa montre. Et oui, les retards dès l'origine des réseaux ferroviaires français étaient prévus. Donc la prochaine fois que vous arriverez en retard, vous pourrez toujours dire que vous n'étiez pas à l'heure légale mais à l'heure solaire.